Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4061. Aujourd'hui au programme, on parle des ressources énergétiques associées au Soleil et aux effets de la Lune. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le flux énergétique n'est pas pareil partout sur Terre. Donc, l'idée, c'est qu'un même faisceau réchauffe une plus petite surface lorsqu'il frappe celle-ci de façon perpendiculaire. C'est donc un faisceau qui a plus de flux énergétique, donc un faisceau qui a de l'énergie plus concentrée qui va frapper la zone autour de l'équateur que celle qui va frapper près des pôles. Et ça, c'est juste parce que la Terre est ronde. Si on applique ce phénomène-là sur différentes situations, on va voir qu'il y a différents facteurs qui vont influencer le flux d'énergie qui vient du Soleil. Par exemple, dans l'exemple qu'on donne présentement sur l'image, on va voir que l'heure du jour va avoir une influence. Pourquoi? Bien, parce qu'à Toronto, où on est à la tombée de la nuit, en fait, on est le soir, ce qu'on remarque, c'est que le soleil frappe avec beaucoup plus d'angle, il est plus bas dans l'horizon, ce qui veut dire que logiquement, bien, je vais avoir un moins grand flux d'énergie. On dit donc que le flux d'énergie est maximal lorsque le soleil est à son apogée dans le ciel, soit à midi. Le deuxième élément, on l'a vu dans la première diapo, c'est la latitude. Évidemment, la latitude, ça veut dire la hauteur par rapport à l'équateur. On sait que dans le Sahara, l'énergie va venir de façon plus perpendiculaire, ce qui veut dire que le flux d'énergie va être maximal, alors que le flux d'énergie est minimal lorsque la zone éclairée est près des pôles, comme en Scandinavie. La saison va aussi avoir un impact. Donc présentement, on est à peu près à la même latitude et on est au même moment de la journée. Par contre, à Québec, eh bien, c'est l'été parce qu'on est dans l'hémisphère nord, ce qui veut dire que mon flux d'énergie va être maximal. Par rapport à la ville en Argentine, Comodoro Rivadavia, donc qui va avoir un flux beaucoup moins grand. Donc, ça va être un flux énergétique minimal puisque dans l'hémisphère sud, à ce moment-là, c'est l'hiver. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est transformer l'énergie solaire, donc ce flux d'énergie-là qui nous vient du soleil, en énergie électrique. Pour ce faire, on va utiliser des cellules photovoltaïques qui vont simplement transformer l'énergie solaire en électricité. Donc, c'est une énergie qui est de type rayonnante qui va être transformée en énergie électrique. Ce type d'énergie a plusieurs avantages, entre autres, c'est une forme d'énergie qui est renouvelable et c'est une forme d'énergie qui est très propre. Par contre, il va y avoir des inconvénients. C'est une technologie qui est relativement coûteuse à produire, donc les panneaux solaires ne se produisent pas tout seuls. C'est aussi une technologie au rendement faible, là où le flux énergétique est faible, ce qui est le cas à notre niveau de latitude. Donc, nous, comme on est plutôt au nord, eh bien, on va avoir un flux énergétique plus faible et donc on va avoir un rendement plus faible aussi. Il va aussi avoir une perte de rentabilité lorsqu'il y a un couvert nuageux, la nuit ou l'hiver. Et l'hiver, comprenez bien que ce n'est pas juste une question de déneigement des panneaux, mais c'est aussi le principe que, comme on l'a vu, le flux énergétique est plus faible l'hiver à notre latitude. Parlons maintenant des effets de la Lune. En fait, la force gravitationnelle, c'est une force d'attraction entre deux corps dotés d'une masse, comme la Lune ou la Terre. Elle dépend de deux choses en fait. Elle dépend de la masse des corps et de la distance qui les sépare. Vous vous doutez que si la masse est plus grande, eh bien à ce moment-là, la force va être plus grande. Si la distance est plus grande, à ce moment-là, la force va être beaucoup plus petite. Et donc, ce sont les deux facteurs qui vont influencer la force gravitationnelle.
Quand on parle des effets de la Lune, vous comprenez que la Lune n'est pas assez lourde, pas assez massique pour avoir une grande influence sur l'orbite terrestre. Par contre, elle va être capable d'avoir une influence sur les fluides qui sont sur la planète. Donc, vous comprenez où est-ce que je m'en vais? Je m'en vais vers le phénomène de marée. Donc, il va avoir une influence sur les eaux qui recouvrent la planète. On a 4 zones qui nous intéressent, la zone A, B et O, et comprenez bien qu'il y a une deuxième zone O qui est derrière la planète présentement, donc on ne voit pas. Au niveau de la zone A, eh bien, la force d'attraction de la Lune est plus forte en A qu'en O, à cause de la distance plus petite. L'attraction sur l'eau est donc plus grande à ce point-ci. Donc, à ce moment-là, l'eau va s'accumuler du côté A et donc je vais avoir une marée haute au point A. Au niveau du point B, en fait, c'est un peu particulier. C'est le fait justement que l'attraction de la Lune est plus faible en point B qui va faire qu'on va avoir une marée haute en point B. Pourquoi? Eh bien, parce que la Lune n'est pas capable d'attirer l'eau jusqu'au point B. Elle va attirer l'eau au point O. Donc, c'est comme de l'eau qui est laissée derrière, si on veut, qui va être située au point B. L'attraction sur l'eau est plus petite qu'au point O et donc, comme je le disais, l'eau s'accumule au point B et la marée est haute au point B. Et au point O, eh bien, c'est l'endroit où est-ce que je vais prendre l'eau pour la mettre en A et que je n'aurai pas le point B pour venir me remplir, si on veut. Donc, à ce moment-là, on va dire qu'au point O, l'eau déplacée vers le point A par la force d'attraction et laissée derrière par le point B va créer une marée basse. Et on va avoir la même marée basse de l'autre côté de la planète, donc derrière la planète. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a plusieurs marées par jour, c'est pas à cause de la révolution, donc autrement dit du fait que la Lune tourne autour de la Terre, mais bien parce que la Terre tourne sur elle-même. Donc la Lune prend environ 28 jours pour faire le tour de la Terre, alors que la Terre, elle, prend une journée pour faire un tour sur elle-même. C'est donc vraiment la rotation de la Terre sur elle-même qui va créer le phénomène de marée, qui va créer le fait qu'on a 2 marées hautes et 2 marées basses par jour. Et là, je tiens à vous dire quelque chose. Vous n'avez jamais vu un schéma à l'échelle du système solaire. Pourquoi? Parce qu'on ne verrait pas les planètes. Donc, les planètes sont très, 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 très loin du Soleil, en fait. Donc, la planète Terre, la distance est tellement grande que si on le faisait à l'échelle, on verrait à peu près pas la Terre, pour ne pas dire qu'on ne verrait pas la Terre, et on verrait certainement pas la Lune. Donc, ici, ce n'est pas un dessin à l'échelle qui est fait. Le Soleil est beaucoup plus massif, beaucoup plus gros que la Lune. Donc, théoriquement, il devrait faire une force de gravité beaucoup plus grande. Par contre, comme il est beaucoup plus loin, à ce moment-là, ce que ça donne, c'est que c'est la présence de la Lune qui va produire les marées et non la présence du Soleil. Mais le Soleil va quand même avoir un impact. Donc, présentement, les trois sont parfaitement alignés. Comme les trois sont parfaitement alignés, bien la Lune et le Soleil travaillent ensemble. On va donc à ce moment-là avoir une amplitude des marées qui est plus grande. Lorsque l'axe Terre-Lune et l'axe Terre-Soleil sont perpendiculaires, à ce moment-là, la Lune et le Soleil travaillent un contre l'autre. La marée haute va quand même être du côté de la Lune, mais elle va être moins grande. Donc, ça va être une amplitude de marée qui va être plus faible. Lorsque la Lune tombe derrière la Terre, on a encore une fois un parfait alignement, donc l'amplitude des marées va être grande. Et encore une fois, lorsque la Lune est derrière la Terre, j'ai encore un axe qui est perpendiculaire, ce qui veut dire que les deux travaillent un contre l'autre, l'amplitude va être plus faible. Parlons maintenant des centrales marémotrices. Les centrales marémotrices, en fait, c'est des centrales qui vont utiliser le mouvement de l'eau pendant les marées pour produire du courant électrique. Donc, dans un premier temps, quand la marée est haute, à ce moment-là, l'eau s'écoule dans un bassin en faisant tourner une turbine. On transforme donc l'énergie cinétique en énergie mécanique. La turbine, vous connaissez la chanson, donc la turbine va entraîner un alternateur qui va produire un courant électrique. C'est donc une énergie mécanique qui se transforme en énergie électrique.
Lorsque la marée descend, le bassin va se vider dans la mer en faisant encore une fois tourner la turbine. C'est donc une énergie cinétique qui se transforme en énergie mécanique et qui va entraîner l'alternateur pour transformer cette énergie en énergie électrique. Une centrale marémotrice, c'est une centrale qui va produire une énergie renouvelable, très propre, et c'est une technologie qui est très fiable parce qu'on peut calculer à la minute près à quel moment je vais avoir une marée haute. Par contre, ça prend un site qui a des particularités vraiment rares. Autrement dit, on doit avoir un site qui a des marées qui sont très très hautes. Il faut comprendre que les marées n'ont pas le même impact. Tout dépendamment de l'embouchure, je vais avoir un effet d'entonnoir, si on veut, qui va créer des marées plus hautes dans certaines baies, par exemple. Mais ces baies-là, il faut être capable de les fermer avec un barrage pour pouvoir créer un bassin. Et ça, c'est très rare. Donc, c'est une technologie qui est relativement coûteuse et c'est évidemment une technologie qui est exposée à la dégradation des matériaux immergés dans l'eau de mer, donc l'eau salée qui va encore une fois abîmer mes matériaux. Encore une fois aussi, on est sur le bord de la mer, donc il y a des dangers de bris en cas de tempête. C'est ce qui m'a fait à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.